ravi de vous retrouver sur ce nouveau rendez-vous PlayEF. Encore une fois pour partager avec vous cet exemple de réussite. Il est directeur de société, altruiste très engagé et très généreux. Il est engagé dans le social. Il nous vient de Tingrila. Bonjour Monsieur Djarasuba. Bonjour. Merci de nous avoir acceptés chez vous. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, nous allons parler en premier lieu de votre expérience professionnelle, ensuite de l'entrepreneuriat et enfin de votre engagement dans les actions sociales. Racontez-nous un peu votre parcours professionnel jusqu'à l'obtention du poste de directeur général. Comment êtes-vous arrivé là? Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers internautes. Je suis arrivé là, il faut dire que c'est d'abord un rêve d'enfance. Moi, depuis tout petit, depuis l'école primaire, ma vocation était d'entreprendre. Et même, je fus président de l'école EPP Papara. J'étais au CM2. J'ai initié le premier projet qui est la production des agglos en banco, c'est-à-dire les briques en terre. Et ces briques, on les vendait aux villageois. Ces revenus, on les utilisait pour faire nos fêtes de fin d'année. Et c'est comme ça, pendant mon cursus scolaire, partout où je suis passé, j'ai mené des activités d'entrepreneuriat parce que c'était déjà ma vocation, jusqu'à ce que je termine mes études. Une fois terminé, j'ai décidé d'entreprendre, de mettre en pratique mon rêve en question. Mais comment faire? Par où commencer? Comment commencer sans aucun moyen? Alors j'ai eu recours à d'autres activités de manœuvrage et avec les bellas dans le marché, charger, décharger des gros camions. C'est comme ça que j'ai lancé d'abord ma première activité, ma première entreprise, je vais le dire, avec la somme de 2000 francs. Qui était dédié à la vente des pantalons brodes que je prenais à Djamé, l'unité à 500, je le revendais au fur et à mesure, 1000 francs, on va dire. Après, on a essayé de changer un peu de méthode où on achète des pantalons 10, 20, 30, on les repasse à 50, on verse au bord de la voie et chaque soir, on essaie de les vendre 1000 francs par unité. Et il faut dire que de 2000 francs, au bout d'un an, à un moment donné, on avait une vente moyenne de 80 pantalons par jour, ce qui représentait un bénéfice de 35 à 40 000 francs par jour. Et c'est comme ça qu'on a fait un magasin au marché, on a commencé à aller au Ghana, on a acheté la marchandise, venir revendre en Côte d'Ivoire. Et pendant cette activité, alors quand on achetait la marchandise, elle était transportée, transitée par d'autres personnes. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas faire le transit nous-mêmes de nos marchandises, le transport de nous-mêmes nos marchandises? Et c'est comme ça qu'on a commencé par là, par nous-mêmes notre propre marchandise. Au fur et à mesure, les gens, c'était tellement beau et tellement facile que les gens ont commencé à nous solliciter pour accompagner aussi les marchandises. C'est comme ça qu'on a commencé. Et d'où vient la création de la première entreprise qui est Modal Transit, qui est une entreprise de transit. Et déjà, quand on a réussi à stabiliser cette entreprise, alors le rêve d'enfant s'est apparu, qui est l'entreprise de construction. Avez-vous une fois imaginé occuper cette grande responsabilité? Oui, je l'ai toujours imaginé parce que je n'ai jamais rêvé petit, j'ai toujours rêvé grand. Et j'imaginais occuper des grands postes. Et ça a toujours été mon rêve. Donc je savais qu'un jour ou l'autre, j'allais occuper des grands postes. Pour vous, quel est le rôle d'un directeur de société? Le rôle d'un directeur de société, c'est... D'abord, le directeur de société, c'est quelqu'un qui fait faire. Et par la suite, qui doit être capable de savoir si c'est bien fait ou c'est pas bien fait. Donner des instructions et les suivre. Donner des instructions et les suivre. Le rôle du directeur de société,
D'abord, on est le premier commercial de la société. On doit apporter les clients. On est celui aussi qui doit apporter le financement, qui doit chercher les financements pour financer les projets. Le directeur général est en quelque sorte la garantie morale de la société. C'est ça. Alors, on rappelle que vous êtes directeur général de la société SOGECEP, une société générale de construction. Quel a été votre secret avant de croiser l'excellence? Bon, je ne vais pas me prononcer sur l'excellence parce que je me dis que le chemin est encore long. Mais jusqu'à ce qu'on soit ici, je pense que c'est d'abord l'audace, la persévérance, la confiance en soi et l'honnêteté. Quand on a créé la société de construction, pendant que nous étions en plein travaux, on a eu des jeunes gens, un jeune plombier qui venait faire de la plomberie chez nous. Alors un jour, quelques mois après, qui est venu me voir un jour au bureau pour dire, bon, vu votre organisation, vu votre engagement, moi j'ai des entrées dans une multinationale et je voulais vous mettre en contact avec une multinationale. Donc donnez-moi votre dossier technique, je vais présenter. Bon, pour moi, je me suis dit, bon, lui, il est qui pour pouvoir m'envoyer dans une multinationale vu que lui-même il vient faire des petits tâcherons chez moi. Et quelque chose me dit, bon, il faut toujours y croire. Et puis, je lui ai dit, bon, ok, tiens le dossier, envoie le dossier. Il a pris le dossier. Et une semaine après, j'étais étonné de recevoir un coup de fil de la multinationale en question qui m'informait que le vendredi qui suivait, je devais me préparer à les recevoir chez moi pour une visite d'entreprise. Effectivement, ce vendredi 10h, je me rappelle très bien, ils sont arrivés. Il n'avait seulement qu'un seul noir, ils étaient tous des blancs. Donc, il y a eu un questionnaire, on demandait notre vision, notre capacité, tout. Et puis, bon, l'entretien s'est bien passé. Et ils nous ont essayé avec un tout petit marché de 72 000. La somme, peut-être, on va la somme comme une petite somme, 72 000. Mais c'était une manière de voir quel est le sérieux que nous mettons dans nos travaux et quelle est l'importance qu'on donnait à nos clients. Et une fois les 72 000 bien exécutés, on a bénéficié d'un bon de commande de 11 millions. Après, mais pour ne pas vous dire, à un moment donné, on a eu des chiffres, on a eu un chiffre d'affaires des centaines de millions avec la multinationale en question. Et ça, je serais oublié. D'accord. Alors, vous êtes un habitant de Tingrila, dont l'actuel maire est M. Balo Bakari. Que sont vos rapports dans le cadre de votre activité? Mon rapport avec l'actuel maire de Tingrila dans le cadre de nos activités professionnelles, je voudrais d'abord vous informer que je n'ai pas d'activité professionnelle à Tingrila. À Tingrila, j'ai des activités sociales, j'ai des activités politiques. D'accord. Voilà. Dans nos activités politiques et sociales, il n'y a vraiment pas de problème entre nous. On a de bons rapports, ainsi qu'avec tous les cadres de Tingrila, je m'entends avec tout le monde. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté durant vos gestions? Vous savez, c'est la règle de la vie. Il y a des hauts et il y a des bas. On ne peut pas créer une société ou de commencer une affaire et partir seulement de succès en succès. Claire. Il fut des moments où on a eu envie de fermer. On a eu envie de fermer et de fuir. On a traversé des nuits sombres. On a traversé des jours où on était vraiment face à beaucoup de difficultés. Mais comme je ne suis pas du genre à abandonner facilement, alors on s'est accroché au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous avons embrassé le succès tant souhaité, mais ces nuits sombres-là se trouvent vraiment derrière nous. D'accord. Et si vous n'étiez pas directeur général, que feriez-vous?
Si je n'étais pas directeur général dans le BTP, peut-être que je serais ministre quelque part pour bien servir mon pays. Voilà, parce que j'ai toujours rêvé grand. Voilà, je savais que j'allais être directeur général ou plus que ça. Votre choix dans ce domaine résume-t-il une passion? Mon choix de ce domaine dépasse même une passion. Parce que quand je vous dis, depuis le CM2, j'ai initié un projet de production d'agro des briques. Les briques sont destinées à construire des maisons. Donc, depuis, on va dire 10 ans, 11 ans, 12 ans, je suis déjà dedans. Donc, c'est vraiment un choix. J'ai toujours cette rage-là de construire. Et pour moi, construire n'est pas seulement construire des maisons. Sûrement, la construction, c'est un mot vraiment global. C'est-à-dire la construction des relations, la construction des relations familiales, amicales, tout et tout. Bon, chez moi, la construction, c'est vraiment une vocation pour moi. C'est vraiment un rêve d'enfance. Pouvez-vous vous affirmer comme un entrepreneur? Oui, je m'affirme comme un entrepreneur. Du moment où j'ai créé une entreprise et qui, aujourd'hui, on ne va pas dire que nous avons embrassé le succès tant souhaité comme je le dis, mais une entreprise, déjà c'est quoi? C'est déjà matérialiser un rêve, une vision, et pour pouvoir créer vers la fin des richesses. Et c'est ça une entreprise. Du moment où j'ai créé une entreprise, je peux m'affirmer comme un entrepreneur. D'accord. Et selon vous, quels sont les moyens efficaces pour réussir une entreprise? Les moyens efficaces pour réussir une entreprise, l'audace, la persévérance, l'honnêteté. Surtout, il faut être très honnête. Vous savez, la franchise d'un homme, quand vous êtes caractérisé par la franchise, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas. Et puis, il y a un élément aussi que les gens oublient, le capital humain. Il faut savoir choisir ses collaborateurs. À commencer par soi-même. Il faut d'abord te former. Le capital humain commence par soi-même. Il faut d'abord se former en la matière et avoir des collaborateurs formés, engagés, motivés et qui poussent votre vision. Alors en ce moment-là, il n'y a pas de raison d'échec. D'accord. Alors on sous-entend par là que vous êtes un exemple. Quel est donc votre secret phare? Mon secret phare, ce qui me caractérise, pour le dire, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté. D'accord. Et quel est votre regard pour la jeunesse ivoirienne? Pour la jeunesse ivoirienne, aujourd'hui, je pense que par rapport aux années antérieures, la jeunesse ivoirienne entreprend aujourd'hui beaucoup. On voit beaucoup de jeunes entrepreneurs qui essaient en tout cas d'entreprendre. J'espère qu'on aura encore dans les années à venir d'autres entreprises qui vont naître et qui vont connaître le succès et pour que demain nous soyons non pas seulement dans un pays émergent, mais que nous ayons une jeunesse émergente. D'accord. Au-delà de votre expérience, connaissez-vous un jeune qui a une entreprise réussite? Oui, j'en connais quelques-uns. J'en connais quelques-uns qui ont aussi commencé tout petit comme moi, mais aujourd'hui d'autres même me dépassent. Mais permettez-moi de taire leur nom parce que je n'ai pas leur autorisation. D'abord de les citer et de raconter leur histoire. Mais j'en connais assez qui ont commencé comme moi, mais qui aujourd'hui sont en plein succès. Comment réagissez-vous face aux jeunes qui, en dépit des échecs, persistent? D'abord, ma réaction face aux jeunes qui, en dépit des échecs, persistent, je voulais dire que l'échec est d'abord et fait partie du processus du succès.
la question n'est pas combien de fois vous avez échoué, combien de fois vous êtes tombé, mais c'est combien de fois vous vous êtes relevé lorsque vous tombez. Et il ne s'agit pas de s'attacher à quelque chose qu'on veut forcément coûte et coûte. Il faut ouvrir la porte à d'autres choses, à d'autres opportunités. Vous voyez, tout jeune, on peut avoir un groupe d'amis qui ont tous envie d'aller en Europe. Il y a d'autres qui parviennent à partir. Par contre, d'autres qui ne parviennent pas à partir, qui restent. Mais quelques années plus tard, ceux qui sont en Europe, quand ils viennent en vacances, ils viennent emprunter les voitures de ceux qui sont ici pour faire leurs courses et même dormir chez eux. Ça veut dire que leur bonheur se trouvait sur leur terre natale. Donc quand vous essayez des concours qui ne marchent pas, ne fermez pas la porte à d'autres opportunités. Vous pouvez entreprendre, vous pouvez faire d'autres choses. Et je pense que il ne faut pas baisser les bras parce qu'on a échoué une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Quel conseil donnez-vous à ces jeunes qui pensent que sans l'État, on ne peut pas réussir ni être indépendant? D'abord, les jeunes qui pensent que sans l'État, on ne peut pas réussir, je dirais qu'ils se trompent en fait. Parce que, vous voyez, pour soulever un enfant, il faut d'abord que l'enfant soulève ses bras. Là, il est facile à prendre. Donc, on ne peut pas s'asseoir sans rien commencer et espérer que l'État doit venir nous apprendre à commencer. C'est clair. Et non, l'État accompagne, mais l'État ne commence pas pour vous. Vous voyez les institutions financières, par exemple, vous n'allez jamais voir une banque qui donne de l'argent à quelqu'un qui n'en a pas. La banque accompagne, mais la banque ne donne pas de l'argent. Donc la logique, il faudrait que ces jeunes-là d'abord commencent quelque chose et espérer que l'État les vienne en aide. Aujourd'hui, quand on commence, on a vu aujourd'hui avec assez d'institutions financières qui sont là aujourd'hui, qui accompagnent ces jeunes-là. C'est vrai, même si tout le monde n'a pas accès à ces prêts, à ces crédits, à ces financements, je pense que l'État doit quand même peut-être faire l'effort. Il y a déjà un effort qui est fait, il y a un fonds de garantie qui est mis en place, mais si tout le monde n'a pas accès à ce fonds, je pense que la part de l'État, c'est de rendre accessible ce fonds à tous. Mais les jeunes d'abord, eux, ils ne doivent pas se dire que l'État doit commencer. C'est eux d'abord qui doivent commencer et maintenant appeler l'État à les accompagner. Pourquoi tant de générosité, monsieur? Je voudrais d'abord vous dire que je suis musulman et l'islam nous invite à faire du bien, à aider nos proches. Il faut dire que on a tous eu un moment besoin des autres. Donc aujourd'hui, quand on a la possibilité d'aider, alors il ne faut pas hésiter. Donc c'est dans ce cadre-là que nous aidons. Votre générosité de maintenant dépend-elle de votre enfance? Oui, permettez-moi d'être un peu long parce que je vais peut-être vous raconter une anecdote. En fait, ma mère, quand nous étions très jeunes, ma mère fabriquait des canaris. Ma mère fabriquait des canaris que nous vendons dans les villages. Nous avons parcouru les 52 villages du département de Tengrela dans la vente des canaris. Et les canaris, on ne les achetait pas avec de l'argent parce que nous avions une famille très très pauvre. J'insiste là-dessus. Et quand nous donnons ces canaris aux gens, c'est en échange de la nourriture. Vous remplissez le canari avec le maïs et on renverse le maïs, vous gardez le canari. Avec le mil, le maïs, le sorgho, le riz, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on arrive à se nourrir. On fait tous ces villages à pied, mais quand on arrive avec cette nourriture, et souvent les ignames, quand on arrive avec cette nourriture à la maison, notre père encore, sachant que nous avons faim, il partage ça avec ses amis pauvres encore. C'est-à-dire qu'il prend cette nourriture, il donne aux autres. Au début, ça nous énervait, on dit mais attends,
quelque chose on n'a pas à manger. Le peu qu'on a, tu donnes aux autres. Donc on a été éduqués comme ça. Aujourd'hui, ma générosité, les gens pensent que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, mais je suis du genre à garder la faim et faire manger et donner à manger à l'autre. Donc c'est vraiment une histoire avec cette générosité. Et pourquoi cette implication auprès des jeunes? Mon implication auprès des jeunes, d'abord il faut souligner que la population ivoirienne est majoritairement jeune. Et cette jeunesse qui se veut responsable, cette jeunesse que nous attendons de cette jeunesse, une jeunesse émergente, une jeunesse, un modèle de jeunesse, et nous qui espérons peut-être voir les choses changer, parce qu'on ne peut pas se prononcer qu'on veut changer les choses, mais nous qui espérons voir les choses changer, on se dit qu'en ciblant les jeunes, alors nous pouvons changer l'avenir. Et en touchant aussi ces jeunes-là, on touche toutes les familles. Parce que quand vous voyez, derrière un jeune se cache un vieux, une vieille, des enfants, des femmes, tout ça. Donc en aidant un jeune, on aura aidé toute la communauté. Et vous voyez, je dirais encore là, lorsque vous partez dans un champ et vous voyez les vieux en train de cultiver, seulement il n'y a personne derrière, ce champ n'a pas d'avenir. Mais quand vous partez dans un champ, que vous voyez, après les vieux, il y a des jeunes qui sont derrière, et après il y a des enfants derrière, ça veut dire que le champ a de l'avenir. Notre avenir, l'avenir de notre pays se repose sur sa jeunesse. C'est pourquoi la jeunesse est vraiment notre cible principale. Et quel est votre intérêt à aider les autres? Tout simplement, ça fait plaisir. Curieusement, combien comptabilisez-vous par an dans le social? Honnêtement, ce que j'ai investi dans le social, je refuse de le savoir. Parce qu'en le sachant, je risque de ne pas pouvoir en faire encore. Parce que je fais le social sans compter. J'aime faire sans compter. Parce que quand on fait un budget pour ça, et après, en fait, c'est en fonction des problèmes qui se posent en nous. On peut sortir aujourd'hui et décider de dépenser 5 000 francs dans le social. Et on rencontre quelqu'un qui a un problème de 10 000. On sort du budget. Donc en comptabilisant tout ça, à un moment donné, on se dit, mais quand on dépense autant d'argent dans le social, comment on va vivre après, ou bien où on va sortir cet argent pour vivre. Donc on fait comme ça, on ne calcule pas, on refuse de calculer. Je ne veux même pas savoir. Avez-vous été blessé par des détracteurs malgré la nature positive de vos œuvres? Évidemment. Vous savez, tout ce qu'on fait, lorsque ce n'est pas critiqué, on doit se poser la question, est-ce que c'est bien fait? Parce que tout ce qui est bien fait, les détracteurs trouveront quelque chose à dire ou bien quelque chose à critiquer là. Donc, mais ça ne nous nous ne nous arrêtons pas parce que on nous critique ou bien on nous tracte et ça et là, non, et là et ça et là, non, nous continuons de faire. L'essentiel, c'est de savoir que les actes que nous posons, ces actes-là ont un impact positif sur l'ensemble, sur la majorité des populations. Et c'est ce qui est important. Le reste là... Frôlons un peu la politique. Monsieur le directeur, vous initiez des activités politiques à Tengrila? Bien évidemment, je mène des activités politiques à Tengrila. Et même partout en Côte d'Ivoire. Souhaiteriez-vous occuper un poste électif? Oui, je fus déjà candidat aux élections législatives de mars 2021, d'où j'ai été battu. Voilà, mais je pense que nous sommes encore jeunes, l'avenir est promoteur. Je pense qu'il faut encore travailler, redoubler d'efforts pour les échéances futures, les années à venir. Après cet insuccès, que retenez-vous? Moi, je pense que je mets les échecs dans le compte de la procédure du succès. Parce que
il faut pouvoir matérialiser un succès. Et il faut changer de stratégie. La stratégie que nous avons adoptée en 2021 qui n'a pas marché. Donc, nous avons analysé la situation. On a sorti les failles et on va changer de stratégie. Revenir avec des nouvelles armes pour la victoire dans des échéances futures. Quand je dis des armes, ce n'est pas des armes à proprement dit, mais des stratégies avec... voilà. Pourrait-on mettre votre insuccès au compte du manque des moyens financiers? Non, je ne pense pas. Parce que la population ivoirienne ne s'achète pas. Ce n'est pas un manque de moyens, c'est un choix. Et je pense qu'on a juste manqué de stratégie. L'adversaire était stratège que nous. Et justement, c'est pourquoi il faut encore se repréparer et puis redescendre sur le terrain et se rapprocher des populations davantage et puis être à l'écoute des populations, répondre à leurs besoins à la mesure du possible. Et Inch'Allah, ça ira un jour. Celle qui vous a battu était l'honorable Mariam Traoré. Quels sont vos rapports après cet échec? Les élections législatives sont derrière nous. Je pense que, au-delà de nos divergences d'opinion, d'idées, on a un bien commun. Notre bien commun, c'est notre département. Donc, pendant les élections, c'est évident que nous ayons des différends et c'est ça le débat politique. Et moi, je le lis de façon civilisée. Je me dis, pendant les élections, c'est un débat contradictoire. On propose des stratégies, on propose des programmes et quand on est battu, alors on revient vers celui qui a gagné ou celle qui a gagné. On l'accompagne dans son mandat pour le bien-être de nos populations. Donc aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas de problème avec l'honorable Madame Traoré. Pas du tout. Et pas avec un cadre de Tengrela. Et on retient quoi de vous? Ce qu'il faut retenir de moi, je suis un jeune entrepreneur, un jeune engagé pour une jeunesse responsable. Je suis celui qui rêve un pays émergent, même pas seulement un pays émergent, avec une jeunesse émergente. Donc là, je vais principalement m'adresser à la jeunesse pour dire que ça ne sert à rien de s'inscrire dans les querelles de différents ou bien dans les querelles, dans les querelles politiques et dans les palabres interminables. C'est de nous engager, de nous unir, de nous donner la main dans la main pour bâtir cette Côte d'Ivoire. Parce que la relève de demain, c'est nous. Nous devons être préparés pour cette relève-là. Donc ce qu'il faut retenir, je suis plein d'espoir pour mon pays et je veux servir mon pays. Alors nous sommes à la fin de notre entretien. Quels sont vos projets pour vos entreprises? Mes projets, ma vision est très longue, ma vision est grande. Je ne peux pas détailler ici, mais je prie Dieu que Dieu nous donne une longue vie dans la santé et afin de faire prospérer nos entreprises pour que effectivement nous arrivons effectivement à atteindre nos objectifs. D'accord. Et un mot de fin pour cette jeunesse? Le mot de fin pour cette jeunesse, je pense que je l'ai déjà dit. Voilà. La jeunesse de Côte d'Ivoire, entendons-nous, donnons-nous la main, soyons unis, soyons au-dessus des querelles politiques. Laissons les politiciens faire leur politique, alors prenons le tour, attrapons le tour par les cornes, investissons dans l'entrepreneuriat, soyons responsables. Ce beau pays se repose sur nous. Nous sommes l'avenir. C'est nous l'avenir. Le pays ne pourra pas se développer sans nous. Et cela a besoin d'une jeunesse responsable. Donc je vous appelle à la responsabilité, à la retenue, au courage, à l'audace et à ne jamais abandonner.
Merci à vous, monsieur le directeur, de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous, chers internautes. On se retrouve une prochaine fois pour un nouveau numéro Play Off. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.